Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va attaquer la dernière partie, les derniers chapitres de l'histoire de France de Jacques Bainville, où on va justement passer de la Révolution à la République. Donc on a déjà vu donc les premiers chapitres et on va donc marcher au travers des grandes ruptures politiques du 19e siècle et du début du 20e siècle. Donc la Révolution. Donc pour Bainville, la Révolution française, c'est bien plus qu'un événement politique. C'est une convulsion profonde qui va transporter la France hors de ses fondations anciennes. Elle va renverser l'ordre traditionnel, détourner le pouvoir vers le peuple et introduire des idées radicales comme l'égalité, la souveraineté nationale, la subordination de l'autorité à la volonté des citoyens. Mais Bainville insiste sur les contradictions interne. La Révolution porte en elle ses propres excès, ses divisions, ses partisans de l'ordre qui tôt ou tard cherchent à s'en affranchir. La Révolution, c'est pour Bainville à la fois une création et une destruction. La création d'un nouvel ordre fondé sur des principes abstraits et la destruction de l'ancien régime, de ses cadres juridiques et de ses équilibres. Mais le régime révolutionnaire, avec ses guerres, ses crises, ses centralismes et ses excès, finit par se retourner contre elle-même. Dans ce chaos, ce sont les hommes d'autorité, les forts, que la nation va chercher. C'est ici que naît, dans la logique même de la Révolution, le recours au pouvoir personnel. Après les convulsions révolutionnaires et les guerres, la France était à bout de souffle. Angoisse, débâcle militaire, désordres internes. Le coup d'État du 18 Brumaire marque selon Bainville non pas une rupture totale avec la Révolution, mais une tentative de la sauver par le pouvoir personnel. Bonaparte, héros militaire, se présente comme celui qui sauvera la nation de ses excès et de son effondrement. Bainville voit en Napoléon une figure paradoxale, à la fois un homme qui continue la Révolution, mais sous une forme autoritaire qui va renouveler, mais tout en imposant l'ordre. Sous le Consulat, l'institutionnalisation du pouvoir personnel s'amorce, suppression des aléas des assemblées révolutionnaires, renforcement de la centralisation, préfet, contrôle administratif, réduction du rôle du tribunat. L'Empire prolonge cette tension. Pour durer, Bonaparte tourne la Révolution vers la durée. Il va construire une dynastie héréditaire, légitime son pouvoir par le plébiscite et s'arme d'une diplomatie ambitieuse et d'une stratégie européenne. Il rêve d'un ordre nouveau en Europe, d'État-nation naturel. Et il va donc s'engager dans des guerres de conquête parfois illusoires, notamment contre l'Angleterre. Mais l'équilibre est instable, l'Empire subit les contraintes de ses propres ambitions, les guerres coûtent, les coalitions convergent et l'aventure russe en 1812 sera un tournant tragique. Bainville souligne que Napoléon, pris à son propre héritage révolutionnaire, frontière naturelle, puissance française, finit par être écrasé par les contradictions qu'il avait lui-même hébergées. Avec la chute de l'Empire va s'ouvrir une nouvelle ère. Comment sortir du conflit, restaurer l'ordre, ménager les forces en présence. Et donc justement, c'est quel est ce régime pour apaiser ses passions. Et pour Bainville, la monarchie est la seule issue viable pour stabiliser la France après 25 ans de bouleversement. Louis XVIII revient non pour rétablir l'ancien régime dans toute sa forme, mais pour prendre acte de ce qui existe, conserver les structures administratives héritées de l'Empire, les codes, les préfets. Il va s'abstenir de restaurer les privilèges d'avant 1789 et va tisser un équilibre prudent entre libéralisme et ordre. Bainville note que les Bourbons, même s'ils semblaient nostalgiques, acceptèrent l'héritage révolutionnaire et impérial autant qu'ils le pouvaient. Mais la Restauration est minée par des tensions. Entre les libéraux, les ultras, les catholiques, les anciens notables napoléoniens, le régime va osciller entre concession et réaction. Le roi pratique une politique d'équilibre. Ni retour à l'absolutisme, ni révolution permanente. Les crises ministérielles, le débat sur la liberté de la presse ou le suffrage sont constantes. Bainville souligne que la Restauration est fragile dès ses débuts, mais qu'elle tient parce qu'elle installe un compromis prudent. Ensuite, on va avoir la monarchie de Juillet, qui va naître des Trois Glorieuses, donc du 27 au 29 juillet 1830, qui vont renverser Charles X. L'orléanisme remporte, Louis-Philippe est intronisé roi des Français plutôt que roi de France. Pour Bainville, cette monarchie, c'est l'aboutissement logique d'un compromis. Elle se veut ni révolutionnaire, ni absolutiste, mais libérale modérée. Louis-Philippe adopte une politique de juste milieu. Il maintient le suffrage censitaire, assure le régime bourgeois, s'appuie sur la classe moyenne tout en réprimant les républicains et les agitateurs. Externement, il poursuit une politique de paix soucieux de maintenir l'équilibre européen et de ne pas provoquer de conflits majeurs. Mais la monarchie de Juillet porte en elle une contradiction. Elle repose sur un régime restreint qui exclut une majorité des Français. Elle espère le soutien des élites de la bourgeoisie, mais laisse fermenter les déceptions populaires. Les aspirations sociales, le désir de suffrage élargi, la question des inégalités, tout cela finit par peser.
Bainville insiste sur le fait que ce régime d'un soulèvement manquera de légitimité face à la rue, car il n'arrive pas à intégrer les masses. Et c'est finalement en 1848 que les banquiers républicains, la pression pour la réforme électorale et les événements de Paris vont obliger Louis-Philippe à abdiquer. Le régime cédera donc sous le poids de sa propre faiblesse. En 1848, l'effondrement de la monarchie de Juillet débouche sur la Deuxième République. Bainville décrit cette période comme un moment d'enthousiasme, mais aussi de grande incertitude. La République proclamée se veut démocratique, sociale, ambitieuse dans ses promesses. Le suffrage universel masculin est introduit, l'abolition de l'esclavage appliquée. Mais ce régime est assailli de contradictions. Les socialistes, les républicains modérés, les conservateurs vont s'affronter. Le désir de réforme sociale marque les esprits, mais l'ordre conserve ses partisans. Le jeune Louis-Napoléon Bonaparte est élu président en 1848 grâce à une popularité populiste. Très vite, le virage conservateur s'amorce. La République restreint les libertés, limite les droits acquis, s'oppose aux socialistes. En 1851, Louis-Napoléon fait son coup d'État, puis en 1852, il instaure le Second Empire, renouant avec la tradition bonapartiste de pouvoir personnel. Bainville voit dans cet enchaînement logique, une logique presque rationnelle. La République s'avère incapable de gérer les tensions et le pouvoir fort, incarné, trouve sa chance. Le Second Empire mêle autoritarisme, modernisation, prestige impérial. Il cherche à concilier l'ordre intérieur avec la modernité, les routes, les chemins de fer, les infrastructures, tout en menant une diplomatie ambitieuse. Mais comme toujours chez Bainville, l'inflation des ambitions, les coalitions européennes, les guerres, notamment la guerre franco-prussienne de 1870, seront sa chute. C'est la défaite et l'invasion qui précipitent la chute de Napoléon III qui vont ouvrir la voie à la Troisième République. Donc, le régime républicain qui s'instaure en 1870 doit faire ses preuves dans un contexte de crise, d'occupation et de traumatisme. Bainville consacre un chapitre entier à cette naissance difficile. Et le pouvoir provisoire est secoué par des tensions entre modérés et radicaux, entre ceux qui veulent la paix et ceux qui veulent la continuation de la guerre. Thiers incarne l'équilibre pragmatique, affaiblir l'agitation tout en consolidant le régime. La République se fonde peu à peu, malgré les tentatives de restauration monarchique entre légitimistes et orléanistes. Mais l'impossibilité d'un consensus royaliste, notamment autour du drapeau national, achève de condamner les restaurations. Les lois constitutionnelles de 1875 posent les bases institutionnelles du régime. Et c'est sous la Troisième République que Bainville observe l'alternance parlementaire, les crises ministérielles, les scandales, mais aussi la capacité du régime à perdurer. Il insiste sur le fait que pour durer, la République doit faire preuve de patience, s'imposer par la normalité routinière plutôt que par des révolutions. La Troisième République traverse donc des épreuves, le boulangisme, des scandales, l'affaire Dreyfus, mais elle forge progressivement une culture politique républicaine, civilisatrice, centralisée. La République réussit donc moins par sa pureté morale que par sa capacité à intégrer les élans contradictoires de la nation dans un cadre stable. Et donc enfin, le livre se termine avec une réflexion plus vaste où l'histoire politique rejoint la géopolitique et la sociologie. Donc dans le dernier chapitre, il va évoquer les tensions internationales, l'équilibre des puissances, l'Allemagne comme force ascendante et les dangers latents d'un conflit européen. Pour lui, la guerre, ce n'est pas une fatalité, mais c'est plutôt un moment où les contradictions historiques se matérialisent. Il va analyser les fondements de la paix, les conditions de sa faille, les rapports entre nations, l'importance de la puissance de la diplomatie et de la préparation. Il insiste aussi sur le lien entre guerre et ordre intérieur, c'est-à-dire qu'un pays affaibli, mal gouverné, fracturé, est plus vulnérable aux crises extérieures. Donc les travaux et les jours, ça renvoie un peu à la vie quotidienne de la nation, aux défis matérialistes, modernisation, démographie, charges financières, impératifs sociaux, tensions modernes. Bainville rappelle que l'histoire n'est pas seulement le spectacle des grands hommes, mais la résultante des défis quotidiens, des structures profondes et des choix politiques. En filigrane, il suggère que la paix durable dépend d'une France forte, bien ordonnée, capable de faire face à ses rivaux, et d'un régime politique qui allie légitimité, autorité et cohésion nationale. Donc, avant de conclure, quelques clés donc, pour retenir un peu l'approche de Bainville et les leçons qu'on peut tirer de ce livre. Déjà, c'est la notion de continuum et rupture. Il ne croit pas aux ruptures radicales. Pour lui, la France est marquée par des continuités, centralisation, clivage intérieur-extérieur, la tension entre liberté et autorité, même quand les régimes changent. Ensuite, on a l'autorité et le pouvoir personnel. Dans ces pages, Bainville montre comment l'appel à l'homme fort revient sans cesse dès que la crise engourdit les institutions fragiles. Le consulat, l'empire, le second empire sont pour lui des réponses parfois hâtives à l'impasse politique.
Ensuite, on a la modération et le compromis. Dans les régimes monarchiques, dans la Troisième République, euh, pour lui, le compromis, la patience, la capacité à modérer les passions sont des choses valorisées. Il déteste les excès et les utopies qui se transforment en violence. Le contexte international où l'histoire de France se comprend aussi à l'échelle européenne, puisqu'il insiste sur le rapport permanent avec l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse, l'Allemagne, et sur l'équilibre des puissances, sur la pression allemande comme défi continu. Et enfin, le nationalisme comme moteur et risque, puisqu'il est animé d'un fort sentiment national, et il croit qu'une France faible, c'est à la merci de ses voisins, et il décrit également le nationalisme mal maîtrisé comme quelque chose qui peut pousser à une aventure irrationnelle.